Ce soir, aux nouvelles nationales d'APTN. C'est comme si on sous-entendait que les familles autochtones faisaient partie des familles problématiques. On se penche sur l'une des solutions pour contrer le racisme avec le Conseil en éducation des Premières Nations. La police commencera à recueillir des statistiques sur les antécédents culturels des victimes et des accusés. Et en entrevue, on parle de l'avenir numérique du festival Inounarumu avec Kevin Bacon-Hervieux. Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Comment régler de façon durable le racisme? D'après le Conseil en éducation des Premières Nations, l'une des voies serait par l'éducation. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Regardez la page Facebook de Marie-Aimée Labbé et voyez comment elle aime sa famille. Mais il y a aussi une publication pour dénoncer comment les familles autochtones ont été présentées lorsqu'elle a fait ses études universitaires. C'est comme si on sous-entendait que les familles autochtones faisaient partie des familles problématiques ou qu'on était un problème en soi, ou encore que le fait de travailler, le fait d'être une famille autochtone, on présentait des problèmes, on était une problématique pour les intervenants. Labbé a étudié en psychoéducation à l'Université Laval. Les psychoéducateurs au Québec forment les intervenants qui travaillent dans la protection de la jeunesse. Selon Labbé, pour un travail d'équipe, les étudiants ont été amenés à choisir sur une liste de sujets concernant l'intervention familiale. Cette liste contenait les familles avec des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme, les familles qui ont un enfant handicapé ou bien une famille qui vit le deuil d'un parent. Il y en avait une vingtaine. Puis, à la toute fin de cette liste-là, il y avait famille autochtone. Pour Denis Gros-Louis, directeur du Conseil en éducation des Premières Nations, une des choses qui est primordiale pour l'organisme est que la population québécoise ait une meilleure connaissance des réalités des Premières Nations. C'est ce que l'organisme a proposé d'ailleurs au ministre de l'Éducation. Récemment, le ministère a aboli le cours d'éthique et culture religieuse aux primaires pour le remplacer par un cours où le contenu reste encore à déterminer. Le nouveau cours de l'éducation culture religieuse doit donner une place prépondérante aux Premières Nations. Parce que si c'est juste saupoudré, ça n'aura pas d'impact. Selon Gros-Louis, ce cours doit être entièrement élaboré et cautionné par les Premières Nations pour refléter les Autochtones contemporains. De plus, Gros-Louis ajoute que les futurs enseignants doivent avoir aussi cette nouvelle compétence dans leurs cours et que cette formation générale devra être régionalisée. C'est sûr que si des universités de l'Abitibi-Témiscamingue, on va leur proposer et recommander fortement d'avoir un contenu plus algonquin, atikamekw, cri. Si on est en Gaspésie, on va dire concentrez votre connaissance surtout sur les Malécites et les Mi'kmaq. Pour Gros-Louis, avec les différentes commissions, les gens ont manifesté le fait de pouvoir bien connaître et de comprendre les Premières Nations. Ce qu'on invite les gouvernements à faire, particulièrement au niveau du ministère provincial de l'Éducation, c'est de lâcher prise. Faire confiance au professionnalisme des experts qui travaillent pour le Conseil en éducation des Premières Nations. Quoi qu'il en soit, l'ancien cours aux primaires éthique culture religieuse fera son entrée réformée pour la rentrée scolaire de 2022-2023. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le racisme systémique dans la police est un sujet chaud. Et pour l'étudier, un comité parlementaire a prévu 8 heures de témoins. Un thème commun était de répondre à la question « Comment restaurer la confiance ?» John McKay est le président du comité de sécurité publique. Il a entendu témoin après témoin après témoin que le peuple autochtone a une relation tendue avec la police.
L'Assemblée des Premières Nations du Québec, en la personne du chef Ghislain Picard, était parmi les témoins. Voici ce qu'il avait à dire. Le Canada doit prendre des mesures immédiates, introduire un plan national et engager les provinces à reconnaître officiellement le racisme systémique. Ce plan d'action doit également engager tous les gouvernements, à tous les niveaux, afin d'éradiquer toutes les formes de racisme et de discrimination à l'égard des peuples des Premières Nations dans ces institutions, à commencer par les services de police. Statistique Canada et un groupe représentant des chefs de police affirment qu'ils commenceront à recueillir des statistiques sur les antécédents culturels des victimes et des accusés, y compris celles sur les membres des peuples autochtones. Un reportage d'Alena McDougall. L'annonce faite par Statistique Canada et l'Association canadienne des chefs de police, ACCP, survient dans un contexte de manifestations et de cas de brutalité policière aux 4 coins du pays. Stuart Betts, chef adjoint de l'ACCP, explique que les discussions sur la collecte de données fondées sur la race ont refait surface à la suite de l'assassinat de George Floyd par les forces policières aux États-Unis. Without data on either side, we're relying on perceptions, we're relying on anecdotes, and there's a margin of error in those discussions. And I think truly the time is here that we need to put aside old suspicions about why we're collecting this data, and that we look at it as a means by which we can carve a path forward to truly make appropriate decisions, and where needed, we course correct. Cela signifie que la plupart des activités criminelles qui seront signalées aux services de police seront également signalées à Statistique Canada au moyen de données fondées sur la race. Cela comprend les signalements d'agressions sexuelles et les renseignements sur les victimes d'actes criminels. Les données les plus à jour sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées proviennent d'un rapport de la GRC rédigé en 2014. Ces données ont été contestées pendant l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Selon Lauren Whitman, présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, cette annonce représente un progrès. With the national inquiry, there are 231 calls for justice, and that is, this is part of it. And now I'm seeing some movement, some action, and I'm sure that the families will be very pleased that at least we're starting to do action and it's not all words. Dr Akwasi Owusu-Bempah est criminologue à l'Université de Toronto. Il concentre ses recherches sur les origines ethniques et le système de justice pénale. Il affirme qu'il s'agit d'une bonne nouvelle qu'il faut accueillir avec prudence. If surface level data is released showing racial differences, for example, in stops or in arrests, then that could be used to support discriminatory policing practices. So we really need to have comprehensive data collected and released, and ideally we'd ultimately be able to connect that data to other social institutions too. Selon M. Owusu-Bempah, une vue d'ensemble des questions criminelles est incomplète sans la collecte de données fondées sur la race touchant le logement, les services d'aide à l'enfance et le système d'éducation. Stuart Betts ajoute que la collaboration entre Statistique Canada, les services de police et les collectivités est au stade embryonnaire. Les discussions doivent se poursuivre au sujet des questions sur la façon dont l'information est recueillie et partagée. Un reportage de Alana McDougall, les nouvelles nationales de APTN, Hamilton, Ontario. Au retour, nous vous présentons la suite de l'histoire de Faith, une femme autochtone vivant à Vancouver dans le downtown East Side pendant la pandémie du COVID-19. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Nous vous avons récemment raconté l'histoire de Faith, une jeune femme prisonnière de ses dépendances et dont la mère tentait de la sauver avec tout son amour. Tina Hall suit Faith et sa mère depuis que cette histoire a été diffusée. Voici la suite. I'll never leave her. I just need her to know that. La dernière fois que nous avons vu Mavis Benson, elle avait passé des années à défendre sa fille Faith Alexis, qui avait une forte dépendance aux drogues et vivait dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver pendant la pandémie du COVID-19. Faith vivait dans son appartement en une pièce couvert de débris et infesté de punaises de lit et de coquerelles. Dans les rues de l'est du centre-ville, la situation ne s'est toujours pas améliorée.
Même pendant la pandémie, les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées et presque personne ne porte un masque. La consommation de drogue se fait ouvertement, partout. As you walk down there, you see the lights gone in their eyes. À la fin de notre dernier compte-rendu, Faith avait été admise à l'hôpital et sa mère Mavis espérait qu'en plus de soigner ses blessures, on lui offre un traitement de désintoxication. Mavis avait accepté de porter une caméra GoPro et de filmer une bonne partie de son parcours, ce qui nous a donné un accès privilégié à ses difficultés et celles de sa fille. I pray that this time my daughter stays in there for the long term so that she can get help. She really needs help. If she doesn't get it, she's going to die on me. And that's one thing that would totally break me. I don't want my daughter to die. Faith a été admise à l'hôpital Saint-Paul's de Vancouver où on a dû lui raser le crâne pour défaire les nœuds qui s'y étaient accumulés au cours des années. En signe d'amour et de solidarité, Mavis s'est également rasé la tête pour montrer à sa fille qu'elle était belle même sans ses cheveux longs. Faith a été hospitalisée pendant 6 semaines, puis a reçu son congé après que l'hôpital ait informé Mavis que Faith avait des droits et qu'elle pouvait prendre ses propres décisions. Un raisonnement avec lequel Mavis n'était pas d'accord du tout. Elle déplore que sa fille ait obtenu son congé de l'hôpital sans qu'on établisse un plan de traitement obligatoire. I picked her up from St. Paul's Hospital and brought her back down to the Hazelwood to drop her stuff off, and I had asked her to come stay with me. And she said okay initially, but after we got to the house, she only stayed for about an hour. Bien que Faith ait accepté au départ de suivre le traitement, Mavis dit que la dépendance était tout simplement trop forte et maintenant, Faith a recommencé à consommer. Mavis croit que la consommation de drogue a sérieusement affecté la capacité de sa fille à aller de l'avant avec le traitement. I'm just so frustrated with the system right now. You know, from what the doctor had told me, she has rights. I know she has rights. I see that in the courts every day. What I'm going to do now is get a petition going to be able to take over her ability to make decisions on her own. I want to have the right to say, Faith, you need to go into treatment. James Harry est d'accord. Le système doit changer. Son travail consiste à aider les gens à suivre un traitement. Il explique que pour des gens comme Faith qui ne peuvent prendre des décisions éclairées, la période suivant leur sortie de l'hôpital est délicate. One of our First Nations people come out of jail, and the court system wants them to heal in a healthy way. They make mandatory treatment, and rather than more jail time. Why can't we have that for this instance? Judy Darcy, la ministre de la Santé mentale et des toxicomanies de la Colombie-Britannique, dit qu'elle a regardé la première partie de l'histoire de Faith et qu'elle était profondément attristée et choquée que cela se produise. It's just a devastating and heartbreaking story. Nobody should have to live that way. Nobody should have to have experienced what Faith has experienced. And, you know, it's the kind of story that gets me up in the morning. It's the reason that we created this ministry for mental health and addictions. It's what drives us every single day. La ministre Darcy dit que le gouvernement de la Colombie-Britannique est sur le point d'annoncer la création de 6 nouvelles installations de traitement en milieu rural à l'échelle de la province. Les installations urbaines existantes seront également rénovées afin de permettre à un plus grand nombre d'Autochtones de recevoir des traitements. Mais pour ce qui est de rendre obligatoire le traitement aux toxicomanes, la ministre Darcy affirme que le gouvernement n'a pas ce droit. Mandated treatment, forced treatment, is a very complicated issue, and it's one where there are widely diverging opinions, including widely diverging opinions amongst First Nations people. Why can't we just keep them in there and they're doing so good? We're keeping them alive, right? And by discharging her, we're throwing them back out to the wolves, right? Throwing her back into that addiction. Mavis dit qu'elle est de retour à la case départ. Encore une fois, elle marche dans ces rues à la recherche de sa fille. Elle prie pour que la belle fille joyeuse et aimante d'autrefois revienne et sorte de ce cycle sans fin de dépendance.
Mais avec une hausse de 93% du nombre d'Autochtones qui meurent d'une surdose depuis le début de la pandémie, les inquiétudes de Mavis se poursuivent. You know what, Faith? You have the whole world behind you. You have your family, you have friends, you have strangers behind you. You know, take a look, Faith. Please wake up. You know, you're important to everyone. You're most important to me and your children. You know, just wake up and take this help before it's too late. Because you know, if she continues to stay down here, it's going to be too late. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Après la pause, une belle annonce pour les amateurs de musique. Nous discutons avec Kevin Bacon-Hervieux, le responsable des communications du festival Inonurmu. Soyez là. Le gouvernement du Québec a interdit les grands rassemblements jusqu'au 31 août en raison de la pandémie de la COVID-19. Le festival Inonurmu a annoncé dans la foulée qu'elle annulait sa 36e édition qui devait avoir lieu au début du mois d'août. Mais récemment, le festival Inonurmu a annoncé la tenue d'une édition virtuelle. Voici Kevin Bacon-Hervieux, le responsable des communications, pour nous en parler. Oui, Kevin Bacon-Hervieux, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Le festival Inonurmu a annulé sa 36e édition pour la première fois de son histoire. Récemment, sur sa page Facebook, le festival a annoncé qu'il y aura une édition virtuelle. Parlez-nous un peu de cette édition. Oh, ben, regarde, édition virtuelle, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est tout nouveau pour nous. Dans le fond, on va tourner des spectacles en direct à partir de la salle communautaire ici à Malheutenam, et les spectacles vont être diffusés en direct sur notre page Facebook et sur d'autres pages Facebook de nos partenaires. Donc, édition assez intéressante quand même, avec une programmation variée d'artistes inuits. Avec la pandémie, malheureusement, on était assez limité dans ce qu'on pouvait faire comme événement, puis les artistes qu'on pouvait inviter, surtout au moment où on a dû prendre des décisions où il y avait surveillance des entrées et des sorties dans la communauté. Donc édition que l'on souhaite agréable pour tout le monde et qui va rejoindre les grands, les petits, autant les gens ici que le public de l'extérieur, les Québécois. On a même des gens de France qui vont regarder ça là, avec nous. C'est très intéressant. Tu peux peut-être nous dire c'est quand, puis c'est comment que la programmation va être, là? Ben oui, absolument. C'est le 31 juillet et le 1er août. Il va y avoir 5 groupes par soir. Pour ce qui est du 1er août, samedi, il va y avoir des feux d'artifice qui est une tradition qu'on a d'habitude au festival de l'avoir le samedi soir. Puis c'était important pour nous de le préserver, cette tradition-là. Donc oui, 2 jours de musique qui vont être entrecoupés de quelques surprises, des vidéos d'amis du festival. Donc on pense qu'on va faire plaisir à la population avec ce qu'on offre. Parlez-nous un peu de l'aspect technique. Qu'est-ce que ça amène de plus? Qu'est-ce que ça amène de plus? Ben, le fait de le faire sur Internet, clairement, ça amène des gens qui ne pouvaient pas se déplacer à Malheutenam parce que Malheutenam, c'est assez loin des grands centres.
c'est de voir qu'est-ce que c'est Inonagamo. On va essayer de préserver l'esprit du festival à travers nos activités, à travers la captation qu'on va faire en direct de la salle. On va garder cet esprit-là et on va espérer que les gens qui viennent de très loin puissent le ressentir aussi. Donc c'est un festival qui est probablement plus international que les éditions passées. En même temps, on souhaite retourner rapidement, disons, au festival standard, avec notre scène et nos spectacles ici à Miltenham devant public. Mais cette édition-là va nous permettre là, d'atteindre plus de personnes qu'à l'habitude. Mm-hmm. Moi, ce que je me posais comme question, c'est, avant, c'était sur une scène. Là, vous allez utiliser des caméras. Peux-tu parler un peu de ça, de comment que ça va marcher, s'il y a des défis que vous allez confronter dans la salle, à la salle PWD? Ben, on a fait un test lors de la journée des Autochtones le 21 juin passé. Et c'est exactement la même chose qu'on va recréer. Là, il y avait des caméras dans la salle. On parle de 3 caméras qui avaient des vues sur les différents artistes. Puis le défi, en fait, il est surtout, je pense, au niveau des artistes qui doivent jouer devant des caméras et non un public. Je pense que le défi est là. Nous, on a certains défis techniques vu que, on a décidé de faire ça en direct et ouais, non, c'est ça amène son lot de complications, mais on travaille avec une équipe vraiment bonne. Justement, parlons des artistes. Pouvez-vous témoigner de l'impact des artistes et de l'industrie du spectacle face à cette pandémie? C'est difficile à peu près dans tous les milieux. Vraiment, la scène artistique, je parle au Québec, est très touchée par la crise, par la pandémie, par l'interdiction de faire des spectacles. Maintenant, avec au moins là, on peut se regrouper un certain nombre à l'intérieur et à une certaine distance, mais ça reste encore que les artistes ne peuvent pas se produire comme ils avaient l'habitude de le faire. Pour plusieurs, jouer de la musique, c'est toute leur vie. C'est beaucoup de leur vie. Ça leur permet de faire quelque chose, de s'exprimer, et c'est quelque chose qui est malheureusement limité depuis quelques mois. Et regarde, on espère qu'avec le festival, on puisse permettre à quelques artistes là, de retrouver une scène et un public, même si c'est virtuel. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon festival, Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.